Merci beaucoup. Alors, on passe... Oui. Alors, Gérard Mardinet pour la CFE-CGC, donc je suis secrétaire national confédéral en charge de l'économie, de l'industrie et du développement durable. Voilà, je suis accompagné de Justine Vincent, qui est notre chargée d'études économiques, qui a travaillé sur ce sujet. Donc, je vais essayer d'être synthétique également. On s'était calé un peu sur le guide que vous nous aviez communiqué. Bon, pour nous, ce qui est important, c'est de savoir quelles problématiques on veut adresser avec ce dispositif du revenu de base. Et en particulier, dans le petit guide que vous nous avez adressé, vous abordez deux problématiques, la lutte contre la pauvreté et finalement l'évolution, la compatibilité ou l'accompagnement de l'évolution des modes de travail à travers l'automatisation, l'ubérisation en particulier. Mais il y a d'autres problématiques, autres que celles-là, qui sont importantes. Alors la cohésion sociale, les inégalités de revenus qui peuvent conditionner d'ailleurs la cohésion sociale, la démographie aussi, si on met des choses qui sont aujourd'hui du ressort de la politique familiale dans ce type de choses, comment ça se traduit sur la natalité, et on sait bien que la natalité conditionne un tas de choses futures sur le financement des retraités par les actifs, etc. Donc la compétitivité de notre économie, parce que c'est des choses qu'il faut financer, donc comment on l'impute? Est-ce que ça joue sur la compétitivité de notre économie dans un contexte qui est aujourd'hui assez mondialisé, hein, pour parler pudiquement. Donc voilà tous les points qui nous interrogent, sachant qu'en plus, le revenu de base, pour nous, ce n'est pas une solution, c'est en fait une famille de solutions, parce que quand on considère le niveau que certains envisagent pour ce dispositif, à quelles prestations il se substitue, quels sont les moyens de financement, forcément, c'est une évolution systémique majeure. Et quand on voit un revenu universel de 500 € par mois, qui est proche d'un revenu, c'est proche du RSA, comme tu l'as souligné, ça fait quand même 16% du PIB. Et si on parle de 1 000 € par mois, qui est à peu près équivalent au seuil de pauvreté, c'est 31% du PIB. Donc on voit bien que c'est des choses très significatives et qui vont mériter aujourd'hui des études d'impact dont on considère, nous, CFE-CGC, qu'elles n'existent pas. Donc il y a eu beaucoup de cogitation, de notes, de dire voilà, ça pourrait marcher comme ça, les montants, ça fait tant. Mais aujourd'hui, je pense que les études d'impact sur tout ce qu'il peut y avoir comme conséquences dans les différents domaines que j'ai évoqués n'ont pas été encore suffisamment conduites. Alors, l'expérimentation, nous, on est potentiellement pour, mais mettons les choses dans l'ordre, c'est-à-dire on regarde quand même globalement où on pourrait mettre les pieds, comment ça va se gérer. Comment serait le transitoire? Parce qu'on voit bien, si on parle de choses comme ça, comment on fait le transitoire? Et c'est probablement pas un Big Bang du jeu. Le 31 décembre, on est dans le système actuel, et le 1er janvier, on est dans un autre, quoi, hein. Donc, il y a un tas de choses qu'il faudrait pour nous, dont il faudra approfondir l'étude avant de pouvoir se positionner de manière pertinente, parce qu'il y a d'autres solutions qui sont envisageables. Certaines ont été évoquées, regrouper un certain nombre d'aides sociales, etc. Et dans ces analyses, il faudrait comparer ces différentes solutions entre elles, le pour, le contre, et puis après, probablement, on serait, entre guillemets, collectivement plus avancé, plus intelligent qu'on est aujourd'hui sur le sujet. Ce qui n'empêche pas de conduire, le moment venu, une expérimentation locale, à condition qu'on ait établi qu'elle saurait fournir des éléments qui seraient extrapolables ensuite, parce que si on ne sait rien en conclure, c'est pas la peine non plus. Alors, sur les quelques points que vous avez soulevés, alors certains points ont déjà été dits. Bon, la lutte contre la pauvreté, bien sûr, c'est un vrai sujet, et on pense qu'il faut s'y atteler. Nous, en l'absence de tout ce qu'on a dit en termes d'études plus fouillées sur le sujet, on pense que optimiser en gros ou restructurer les aides sociales ou regrouper les aides sociales telles qu'il a été évoqué, ça serait probablement un premier pas plus pragmatique et plus applicable concrètement plus rapidement que le revenu de base. À quel système il aurait vocation à se substituer? Alors pour nous, mais ça a déjà été dit par certains collègues, l'assurance chômage et la retraite doivent rester contributifs. La maladie, on voit mal comment ça peut se retrouver inclus dans le revenu de base, sachant que quand même 50% des dépenses d'assurance maladie, c'est de l'hospitalisation, donc c'est des pathologies lourdes dont on voit mal comment les gens pourraient individuellement se couvrir avec un revenu de base, hein. Ça pourrait même être un frein à la prévention médicale. Les gens, à un moment, ils ont leur revenu de base, mais s'il faut choisir entre se loger, manger et aller se soigner, on va retomber devant des problématiques connues où c'est
on préférera quand même s'acheter à manger que d'aller chez le dentiste. Donc voilà, on pense que clairement, retraite, assurance, chômage, maladie doivent être exclus de ce type de dispositif. Alors maintenant, en ce qui concerne l'articulation avec les nouveaux modes de travail, etc., nous, on pense, parce que la question a été posée, c'est marrant, dans la perspective d'une remise en cause de la place du travail. Alors derrière travail, il y a potentiellement aussi salariat, même si on sait bien que tous les actifs aujourd'hui ne sont pas salariés. Nous, on pense qu'il ne faut pas se situer dans cette perspective-là et que le salariat restera encore pour longtemps, et parce qu'il y a un intérêt à le rester. Enfin, on ne va pas développer des voitures ou des avions en se mettant à son compte, en embauchant les gens le matin parce qu'ils sont auto-entrepreneurs ou à leur compte, etc. Donc le salariat va rester encore et pour longtemps, et il y a de bonnes raisons pour cela, le mode d'activité le plus important. Après, on s'interroge, nous, sur le rôle de l'économie. Le rôle de l'économie, c'est quand même de la satisfaction des besoins des individus et de la société. Et déjà, bon, quand on parle du concept d'économie sociale et solidaire, bon, qui est une bonne chose, mais on se dit, mais on a quand même inventé l'économie sociale et solidaire parce que l'économie, entre guillemets, de marché n'était plus capable de satisfaire à certains besoins essentiels de la société et de la population, si on s'adresse à l'aide aux personnes âgées et un certain nombre de choses comme ça. Donc voilà, nous, ça nous intéresse là-dessus. Et encore une fois, à ne pas traiter les problèmes, le revenu de base, ça paraît presque comme un palliatif. C'est-à-dire, on se dit, on ne se pose pas la vraie question de quels sont les problèmes à traiter. Il y a une espèce de démission qu'on perçoit à dire, mais finalement, au niveau... Alors, on sait bien que l'économie est mondialisée, etc., mais il y a peut-être une gouvernance mondiale aussi à mieux structurer. Il y a une espèce de démission devant la capacité à piloter notre économie et à lui permettre de satisfaire ce pourquoi elle est faite, finalement. Et on dit, non, finalement, vu qu'on ne sait plus piloter bien l'économie, on va essayer d'inventer des choses, mais qui sont plutôt pour nous du domaine du palliatif, pour dire, oui, si on n'arrive plus à maîtriser la couche du haut, on va essayer d'inventer des trucs en bas pour que quand même, ça ne se passe pas trop mal. Et nous, on pense que c'est démissionner un peu facilement de notre capacité d'organiser notre activité économique en termes d'aptitude à produire des biens et des services pour les besoins de la population. Et encore une fois, on comprend bien qu'il y a un contexte international là-dedans. Alors, après, quand on en vient à l'automatisation et l'ubérisation, et encore une fois, le revenu universel comme moyen d'y répondre, dans l'ubérisation, il y a deux choses, en fait. Il y a le mode d'organisation du travail ou de faire travailler les gens dans un contexte très light qui a été évoqué, mais il y a aussi la capacité d'intégrer rapidement le progrès technique, finalement. Et d'autant disent, mais l'ubérisation, oui, mais il y a aussi la frisation. Alors la frisation par référence à Free, l'opérateur de télécom, qui, tout en étant une société structurée avec des salariés, a une capacité d'intégrer le progrès technique, semble-t-il, un peu supérieur à ses concurrents. Donc encore une fois, il faut distinguer les choses. Et pourquoi aller associer à l'intégration du progrès technique des modes d'organisation du travail qui, finalement, fragilisent et donnent moins de perspectives aux gens? Parce que, effectivement, quand on est moins assuré de son avenir à travers ce type de statut, on investit moins, tant dans son logement, tant dans un certain nombre de choses, et puis tout étant bouclé, c'est l'économie qui en souffre. Donc pour nous, il est clair que le modèle du salariat doit et a tout intérêt à rester quand même la mode d'organisation dominant. D'ailleurs, si on regarde bien, le taux d'indépendants a plutôt eu intérêt à décroître depuis 30 ans, et en particulier parce que tous les petits commerçants ont disparu, ils ont été bouffés par les Carrefour, les Auchan, etc. Et que maintenant on refait un peu machine arrière, mais on n'en est pas encore arrivé au taux d'indépendants qu'il y avait dans les années 70 ou 80. Donc voilà. Alors nous, l'autre gros risque qu'on voit à la mise en place de ce type de système, mais encore une fois, on n'a pas de positionnement définitif, c'est le risque de créer une société à deux vitesses finalement. Alors c'était un peu dit par Boris, mais le fait de dire, il y aura ceux qui auront un travail très qualifié et qui d'ailleurs seront probablement submergés de travail, etc. Et puis il y aura des gens que certains considéreront plutôt comme des assistés ou qui feront des travaux moins qualifiés, mais qui risquent de se retrouver marginalisés et finalement avoir un effet négatif sur la cohésion sociale en écartant finalement, en séparant un peu les citoyens finalement de notre pays en deux
catégories, hein. Je pense essentiellement ceux qui sont en âge de travailler, bien sûr, entre ceux qui seront dits à forte contribution et dont on aura besoin parce que très qualifiés, etc., et puis d'autres qui seront probablement, je dirais, repoussés dans des conditions moins favorables, hein, sachant que, effectivement, pour ceux qui n'auront pas de travail, même avec 1 000 € par mois, c'est quand même pas le Pérou, quoi, hein, Non, mais on pense que ça peut amplifier le phénomène. Ah non, mais on ne dit pas que ça n'existe pas, mais là, si on se situe dans une situation où on dit, ben non, il y aura de moins en moins de travail parce que plus d'automatisation, et y compris dans des tâches tertiaires, hein, où on voit que les banques sont potentiellement impactées à travers des algorithmes d'intelligence artificielle et autres, bah oui, on risque d'amplifier ce phénomène-là et d'avoir peut-être de part égale de la population, une qui sera assez fortement contributive et qui, compte tenu des efforts qu'ils consentiront, parce qu'ils seront très sollicités, diront bah oui, nous c'est normal quand même qu'on retourne, on ait une part du gâteau importante, et puis d'un autre côté des gens qui seront moins contributeurs. Et je pense que c'est pas un facteur de cohésion sociale. Enfin, ça nous paraît pas quelque chose de très positif. Voilà, pour faire court, l'expérimentation, on en a parlé. Et puis le travail, pour nous, je veux dire, c'est une activité professionnelle. On croit aussi au travail, quelle que soit la forme qu'on lui donne, y compris une activité d'aidant pour ses proches qui ont besoin d'aide, etc. Le travail comme un moyen quand même d'accomplissement de l'individu. Et à ce titre-là, on ne dit pas qu'il y aura peut-être des effets d'aubaine, mais je pense que la plupart des gens, quand même, y compris pour en discuter avec des jeunes, hein, aspirent quand même à contribuer un peu à l'activité économique de leur pays dans toutes leurs composantes et y voient un moyen d'accomplissement. Donc voilà, pour notre part.